Bonsoir à tous. Bienvenue au Théâtre Traversière pour une nouvelle séance d'astronomie. Ça fait 5 ans maintenant qu'on faisait des conférences d'astronomie au Théâtre Traversière. Je m'appelle Michel Bruch, je suis vice-président de l'association des cheminots astronomes qui vous accueille ce soir. La majorité d'entre vous, vous avez assisté à un voyage dans l'univers depuis le Soleil jusqu'aux confins de l'univers, même certains l'ont fait peut-être 2 fois. Le voyage est terminé, mais nous allons le reprendre avec Alice Le Gall pour tourner maintenant aux alentours de Saturne. Mais avant de faire ce voyage vers Saturne, je voudrais faire une petite rétrospective des activités de l'Association des cheminots astronomes en 2025, et je vous présenterai ce que l'on a déjà de prévu pour 2026. Alors en 2025, l'année dernière, je vous ai présenté quelques photos que nous avions réalisées. Eh bien, je ne sais pas si on voit bien, là, on a une photo qui ressemble à une soupe au petit marron. En réalité, vous avez un ciel nuageux bas. On voit quelques zones dégagées, ici, là-bas, il y a des étoiles. Et puis, on a une zone rouge, orangée, là, qui se trouve derrière. Ça s'est passé le 1er janvier 2025. Et on a démarré l'année avec une aurore boréale. Là, celle-ci brise à la campagne pour avoir un ciel propre. Elle n'était pas visible à l'œil nu, mais à la photo, elle ressortait. Voilà. On avait une pollution lumineuse qui était liée à une centrale nucléaire sur les bords de la Loire. Et puis, on fait des photos toutes simples, mais d'événements qui sont très sympathiques à vivre. Ici, un croissant de lune avec Vénus très proche, c'est ce qu'on appelle une conjonction à l'astronome, hein, un rapprochement. Ça étonne souvent les gens comme ça, de voir ce phénomène. Ils sont assez étonnés. Ici, une photo, là aussi, tout à fait, qui paraît élémentaire, c'est pas la Lune, c'est Vénus. Photographiée avec un tout petit télescope. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit un croissant. Et ce croissant, il y a un Galilée en 1610 avec sa toute petite lunette. Mais il a vu les croissants de Vénus, il a vu évoluer les croissants de Vénus. Et la forme des croissants de Vénus, et d'ailleurs de Vénus dans sa globalité, eh bien ça l'a conforté dans son idée que eh bien, le Soleil était bien au centre du système solaire. Vous voyez, ce genre de petite observation toute simple peut faire des grandes révolutions quelque part. Ici, une éclipse de soleil qui a eu lieu le 29 mars, donc qui était photographiée depuis la France. On voit d'ailleurs le relief, vaguement le relief de la Lune sur le bord ici, les taches solaires. Le Soleil est encore actuellement en très forte activité. Il y a encore de grosses taches. Et puis cette très belle photo, faite par un de nos collègues. Alors là, toutes ces photos que vous voyez là, ça nécessite de l'anticipation, ça nécessite d'être au bon endroit, au bon moment. Et évidemment avoir les bons réglages photo. Vous voyez, le bon endroit, le bon moment, avec les bons réglages, c'est super. Ici, une photo qui paraît toute simple, là on a encore donc un croissant très fin de la Lune, mais ici un petit point blanc. C'est Mercure qui est à ras de l'horizon. Mercure ne s'élève jamais très haut au-dessus de l'horizon. Ça ne se voit pas facilement, Mercure. Là, c'est une belle occasion d'avoir un croissant de Lune, et puis Mercure. Cette photo, là aussi, bien calculée, elle a été prise depuis Lyon, et c'est un lever de soleil au-dessus du Mont Blanc. Donc, depuis Chambly. Là, un croissant de lune avec Vénus au ras des bâtiments du 13e. Et puis cette photo qui était prise à la Nièvre, d'une comète qui est passée il n'y a pas longtemps, c'était au mois d'octobre. La comète Lemon, que l'on voyait à peine à l'œil nu. Là, il faut faire une photo bien posée pour voir la queue. Alors, ce que vous voyez en plus de cette comète, c'est un avion ici, mais c'est surtout une fricassée phénoménale de satellites. Ça se passe à l'aube, au crépuscule, pardon. Et là, à ce moment-là, les satellites sont très visibles. Vous voyez, en l'espace de 15 secondes à peu près de pause, vous voyez, le déplacement des satellites et la quantité de satellites qu'on peut avoir là. Ça pose de sérieux problèmes des astronomes professionnels. Cette même comète a été photographiée à Toulouse, donc là, le lendemain, enfin quelques jours après. On m'entend mal?
Bordeaux, oui. Bordeaux. Donc là, il fallait se déplacer pour avoir le ciel propre. Donc c'était à Bordeaux où il faisait beau. Donc un coup de train à Bordeaux, et puis on a la comète au-dessus de Bordeaux avec un ciel dégagé. Voilà. Et puis au mois de novembre, eh bien, une nouvelle aurore boréale, visible depuis Paris. Pas très forte, tout juste visible à l'œil nu, prise depuis la terrasse de bâtiment à Paris. Et puis le lendemain, là ça se passe à Dieppe, donc déplacement au niveau de Dieppe pour avoir un ciel plus propre que Paris, avoir un horizon dégagé bien noir, la mer, Dieppe, et on a cette aurore, plus faible que la veille, mais bien visible aussi. Voilà. Nos sorties en 2025, eh bien, l'Observatoire de Juvisy, historique, où Camille Flammarion, qui était la maison de Camille Flammarion, c'est l'observatoire qu'il a créé à l'époque. Les grands astronomes du 19e sont passés dans cet observatoire. Là, vous avez Camille Flammarion à l'oculaire, et là, vous avez, non pas Camille Flammarion, mais un de nos membres, barbu, mais pas autant que Camille Flammarion, derrière cette coupole qui a été rénovée. Nous sommes allés aussi à la maison de Marie Curie, au laboratoire de Marie Curie, voir un peu son laboratoire, ses instruments. Et puis, nous avons fait un voyage de 3 jours dans un observatoire d'amateurs dans le plateau de Valençol, au nord de Manos, avec un télescope de 1 mètre de diamètre. Donc, à l'époque, ce télescope-là était le plus grand télescope d'amateurs du monde. Ça fait toujours partie des plus grands télescopes du monde. Et on a la chance de pouvoir y observer, donc on se régale, et vous allez voir, on y retourne cette année. Voilà, ça donne une idée quand même du matériel, qui est quand même assez impressionnant. Et dans ces locaux de ce télescope, eh bien, on a également un atelier de taille de miroir. Là, c'est un miroir de télescope d'1 mètre de diamètre qui est en train d'être taillé. Ce miroir ira dans un télescope qui va faire la recherche d'exoplanètes. Et là, la taille va durer 6 mois. Voilà. Enfin, la taille, le polissage. On a fait de la géologie. Ici, une falaise inclinée qui est recouverte de plusieurs milliers d'amonites. Pendant le même voyage, et puis pendant ce même voyage, on a été visiter la maison d'Alexandra David-Néel, qui était une grande exploratrice du Tibet au début du XXe siècle. C'était très intéressant. Et puis on a été reçus dans une auberge, qui était vraiment bien. Super accueil, voilà. Vous voyez même, carrément un menu dédicacé. Voilà. Nos animations, bien les 2e et 3e mercredis du mois, on réalise des animations pour l'association. Majoritairement, je dirais, en visio, mais on fait également en présentiel. Le 2e mercredi du mois, on fait la présentation du ciel du mois, on fait de l'actualité astronomique. On parle des trucs tout simples comme l'observation du ciel aux jumelles, qui est un instrument de base pour débuter, mais absolument excellent. Et puis donc des conférences le 3e mercredi du mois, la formation du système solaire, les éclipses, le radiotélescope ALMA, qui est un radiotélescope au Chili à 5000 mètres d'altitude, le ciel austral, les sondes spatiales, la géographie de la Lune, je dirais même la géomorphologie de la Lune. On a fait 5 ou 6 séances sur la Lune pour décrire la géomorphologie de la Lune. Voilà, en 2026, eh bien, même chose au niveau du 2e mercredi du mois. On garde notre format, et puis les conférences sont déjà prévues. On parlera de l'eau sur Mars, des aurores polaires, des météorites, de l'histoire d'astronomie, l'histoire des sciences, de manière générale, l'optique et les instruments astronomiques, le programme Apollo. On va bientôt retourner sur la Lune. N'oublions pas le programme Apollo, qui était quand même un grand moment. Les volcans sur Mars, et puis nous prévoyons une conférence au théâtre Traversière. Si tout se passe bien, bon, je n'ai pas encore actuellement toutes les garanties, si tout se passe bien, l'année prochaine, à la même période de l'époque, on aura Mio Jovier, qui est une grande spécialiste du Soleil. Voilà. Et puis nos sorties, on retournera à Puy-Michel, donc à cet observatoire. On ira au CEA de Cadarache, qui n'est pas loin. Visiter le centre de Cadarache, et on ira sur le site du tokamak Ouest, qui est un tokamak qui tourne et qui permet de tester les diverses formules qui sont mises en œuvre sur le tokamak ITER, qui se trouve à proximité, le tokamak ITER qu'on a déjà visité il y a quelques années.
Et puis on en profitera d'aller voir le télescope d'un mètre 93 qui est à l'Observatoire de Haute-Provence. Avec ce télescope, c'est en 1992, il me semble, on a découvert 95. On a découvert la première exoplanète. Voilà, et puis pour l'instant, en étude, le voyage en Espagne pour aller voir l'éclipse totale de soleil du 12 août 2026. Voilà, éclipse qui sera, la zone de totalité, c'est entre les deux bandes rouges. Donc il va falloir faire un petit saut en Espagne pour aller voir cette éclipse qui va se dérouler à la tombée. Très tard le soir, le soleil sera très bas sur l'eau. Voilà, bon écoutez, j'ai terminé ma présentation. Je vais laisser la parole à Jean-François, qui est là, pour vous présenter Alice Le Gall et présenter donc la suite. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc c'est la cinquième conférence qui est organisée par notre association. Ces conférences sont enregistrées. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Et donc, je vous remercie d'être présent. Alors, je vais présenter Alice Le Gall. Donc, vous allez nous parler donc, de Saturne, du monde de Saturne et de ses satellites. Donc, vous êtes chercheuse au LATMOS, le laboratoire atmosphère et observation spatiale. Voilà. Vous êtes également titulaire d'une chaire à la Sorbonne Université, où vous enseignez la physique et la planétologie. Voilà. Vos travaux, et notamment l'ATMOS, mais je crois que vous participez à des programmes qui sont menés par l'ESA et par la NASA, qui vous conduisent donc à porter vos recherches essentiellement sur Saturne, Mars, Vénus, et puis sur des comètes. Voilà. Vous avez reçu, vous avez été récompensé pour vos travaux, et vous avez reçu la médaille de bronze du CNRS en 2018. Vous avez publié l'article, vous êtes auteur et co-auteur d'à peu près 80 articles, j'ai noté. Voilà. Et puis, vous avez également écrit, vous êtes auteur et co-auteur d'un livre qui est Le monde de Saturne. Les mondes de Saturne. D'accord. Alors, ce livre sera exposé aussi après la conférence et vous pourrez le dédicacer à ceux qui peuvent. Voilà. Vous êtes également maintenant présidente du prix de l'astronomie qui est organisé par Ciel et Espace depuis récemment, d'après ce que j'ai compris, en remplacement de Monsieur Lehoux. Bon, donc on vous laisse la parole. Et puis je vous remercie pour tout cela. Je voudrais, avant de vous laisser la parole, je voudrais également remercier toutes les associations, tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette conférence, en particulier le Théâtre Traversière, l'UAICF, la RGCF, la Vie du Rail, et également la Maison de l'Astronomie. Je remercie également très chaleureusement tous les membres de l'association bénévole qui ont contribué donc, à l'organisation de cette conférence et de cette soirée. La parole est à vous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis toujours ravie d'avoir l'occasion de présenter, de parler de ce que j'ai intitulé aujourd'hui les mystères et les merveilles des mondes de Saturne. Alors, avant de vraiment commencer, j'avais envie de faire un petit quiz pour vous sonder un peu, pour voir, voilà, il n'y a pas de piège, et je ne donnerai pas forcément les réponses tout de suite, on les découvrira au fur et à mesure, il n'y a que 5 questions, ça va aller vite, et vous pouvez répondre soit en criant, soit en levant la main, on ne va pas utiliser
d'appareils compliqués. Alors, première petite question. Où a été prise cette photo? Est-ce que quelqu'un le sait? Non, pas mes collègues, il y a quelques collègues dans la salle, donc ils n'ont pas le droit de répondre. Personne? Oui? Titan, j'ai entendu, voilà, Titan. On en reparlera, mais notez déjà ce paysage finalement étrangement familier où on voit des cailloux un peu arrondis, donc qui font penser à des galets jonchant un sol un peu sombre. Finalement, pas très différent de ce qu'on pourrait observer sur Terre. Combien Saturne a-t-il de satellites confirmés? Évidemment, il y en a probablement plus. Alors, qui dit A? Vous pouvez lever la main. A, c'est 12. Qui dit 12? Une personne. 42, qui dit la réponse 42. Oui. 136. Un peu plus. Et 274? Pas beaucoup. Ok, je ne vous dis pas la réponse, on verra plus tard. Titan, alors ça je vais vous en parler, Titan, c'est la plus grosse lune de Saturne. Est-ce qu'elle est plus grosse que la Lune, que Mercure, que Mars ou que de la Terre? En fait, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses à cette question. Donc, est-ce qu'elle est plus grande que la Lune? Qui dit que Titan est plus grande que la Lune? Ok. Que Mercure. Je rappelle que Mercure est plus grand que la Lune. Un peu moins, du coup. Que Mars, qui est encore plus grand que Mercure. Encore moins. Et que la Terre... Ah, il y a quand même quelques personnes qui lèvent la main. Encore une fois, on verra ce qu'il en est tout à l'heure. Saturne. Alors, on va voir tout de suite à quelle distance elle est du Soleil, mais en combien de temps, du coup, elle fait le tour du Soleil? En fait, une année sur Saturne dure 3 ans, 5 ans, 30 ans ou 50 ans? Alors, qui dit 3 ans? 3 ans, ok. Je rappelle que, évidemment, la Terre met 1 an à faire le tour du Soleil. Donc, si on est plus loin du Soleil, forcément, on va mettre un peu plus de temps. Est-ce que c'est 5 ans? Personne. Est-ce que c'est 30 ans? Voilà. 50 ans? Ok, bon, là je vois que la majorité des gens dans la salle connaissent la réponse, donc je peux confirmer que c'est bien 30 ans, on va y revenir tout de suite. Et dernière question un peu voilà, spécialement conçue pour vous. Si on pouvait aller de la Terre à Saturne en TGV, alors j'ai pris pour la vitesse du TGV 350 km/h. C'est peut-être un petit peu, je sais pas. Il faudrait, évidemment, sans retard, il faudrait environ 4 ans. Qui dit 4 ans? Ça paraît un peu court, on est d'accord. 40 ans? Une personne. 400 ans? Un peu plus. 4000 ans. Donc c'est entre 400 et 4000 ans, on verra ça. Voilà. Je vous remercie d'avoir joué le jeu. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet et puis les réponses viendront au fur et à mesure. Donc, peut-être déjà bientôt la réponse sur cette dernière question. Alors déjà, Saturne. Donc, on va aller dans le système de Saturne. Saturne, je rappelle que c'est la 6e planète en partant du Soleil. C'est ce qu'on appelle une géante gazeuse. Ah, et voilà, je savais que j'allais faire quelque chose. Voilà. Une géante gazeuse au même titre que Jupiter. Uranus et Neptune, on parle plutôt de géantes glacées. Elles sont un peu plus loin du système du Soleil, donc il y a des glaces dans leur atmosphère. Saturne fait environ 10 fois la taille de la Terre. Donc on pourrait mettre 1000 Terres dans Saturne. Elle a un rayon de 60 000 km. Ici, évidemment, cette image est à l'échelle pour ce qui est de la taille des planètes, mais pas pour ce qui est de la distance. Voilà les distances entre les planètes, cette fois à l'échelle, avec ici un zoom sur ce qu'on appelle le système intérieur du système solaire, c'est-à-dire toutes les planètes jusqu'à Mars. Saturne est environ 10 fois plus loin du Soleil que la Terre, donc environ 1,5 milliard de kilomètres du Soleil, un peu moins de la Terre. Donc si on devait y aller en TGV, il faudrait 400 ans. Voilà. C'est pas tant que ça, finalement. Bon, c'est quand même pas tout près du Soleil, pas tout près de la Terre. On est évidemment dans un environnement qui est nettement plus froid que celui qu'on connaît en moyenne. Et bien sûr, sur Saturne, et surtout sur les lunes de Saturne, il fait entre moins 150 et moins 200 degrés.
Voilà, juste pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Saturne, on peut quand même la voir à l'œil nu, et j'imagine qu'il y a des astronomes amateurs dans la salle qui ont déjà fait l'expérience. En fait, c'est la planète la plus lointaine que l'on peut voir à l'œil nu. Et il y a des astronomes amateurs particulièrement éclairés qui ont fait des images particulièrement belles de Saturne depuis la Terre. Ici, c'est une combinaison d'images qui a été prise par un astronome qui s'appelle Damien Pitch entre 2002 et 2017, qui vous montre quelque chose de très important que vous avez peut-être déjà remarqué, c'est que Saturne, l'aspect de Saturne vis de la Terre change. Alors là ici, ça je crois que c'est en 2002, voilà comment était vu Saturne depuis la Terre. En 2017, il avait cet aspect. Et je vais commencer tout de suite par vous expliquer pourquoi Saturne a un aspect changeant lorsqu'on le regarde depuis la Terre. Saturne donc, tourne autour du Soleil je l'ai dit, vous aviez tous quasiment la bonne réponse, en 30 ans. Et son axe de rotation est incliné par rapport au plan orbital, donc à son plan, le plan qu'il décrit autour du Soleil. Ce qui fait que, en fait c'est exactement pareil que pour la Terre, il y a une inclinaison de 27 degrés, pour la Terre c'est un petit peu plus, c'est plutôt 23 degrés. Ce qui fait que par exemple en 2002, c'était tout l'hémisphère sud et le pôle sud de Saturne qui était tourné, incliné vers le Soleil et donc éclairé par ce dernier. Et c'est la raison pour laquelle on ne voit pas le pôle nord, mais on voit très bien l'hémisphère sud. 15 ans plus tard, donc la moitié d'une année sur Saturne, c'est l'inverse. C'est le pôle nord qui est penché vers le Soleil et c'est le pôle nord que l'on voit depuis la Terre. Et entre ces deux périodes, qu'on appelle les solstices, il y a les équinoxes, donc périodes pendant lesquelles Saturne est éclairé finalement par le Soleil et vu, seulement la tranche des anneaux est éclairée par le Soleil et il est vu aussi. La Terre étant du côté du Soleil du point de vue de Saturne, on le voit Saturne on voit que la tranche des anneaux. En ce moment même, je vais vous montrer une image qui arrive un peu plus loin, on est justement dans cette période d'équinoxe, donc qui se produit tous les 15 ans, et on voit Saturne, on voit quasiment pas en fait les anneaux de Saturne qui sont vraiment juste visibles par la tranche. Donc cet aspect changeant de Saturne, il avait déjà été constaté au XVIIe siècle par Galilée en 1610, qui a fait ses dessins. À l'époque, il pensait voir peut-être une planète triple. En tout cas, il avait remarqué des appendices, mais il n'a jamais réussi à comprendre la nature de ces appendices et pourquoi elles changeaient d'aspect, elles étaient plus ou moins visibles en fonction de la période de l'année. C'est un jeune astronome hollandais, Christian Huygens, qui a compris la nature de ces appendices, le fait que Saturne était entouré d'anneaux et que l'axe de rotation de Saturne étant incliné par rapport à son plan orbital, ces anneaux étaient vus dans ce qu'on appelle dans leur élongation plus ou moins maximale ou minimale au moment des équinoxes. Donc justement, la photo là, dont je vous parlais, cette photo elle a été prise il y a quelques jours seulement. On voit bien qu'en ce moment même, Saturne est à l'équinoxe, et donc voilà comment on la voit depuis la Terre. Et cette période des équinoxes, en fait, c'est une période particulièrement favorable à la découverte des satellites, tout simplement parce que c'est la période où la pollution, la contamination lumineuse des anneaux est la plus faible. Et donc on peut voir beaucoup mieux ce qui se passe autour et détecter la présence d'éventuels satellites. Donc ici on voit très bien notamment Titan, qui a été découvert justement par Christian Huygens, donc en 1655, à la faveur d'une équinoxe. C'est le dessin qu'il a fait à l'époque qui rapporte sa découverte, où on voit un astre faisant entre le 6 et le 14 mai, donc 1655, un demi-tour de Saturne. Donc en fait, Titan, une journée sur Titan, c'est 2 fois 8 jours, donc c'est 16 jours. Donc Titan tourne, une année sur Titan, c'est comme une année sur Saturne, 30 ans, mais une journée sur Titan, c'est 16 jours.
Donc ensuite, il faut quand même attendre près d'un siècle pour qu'il y ait de nouvelles découvertes de satellites. Et on les doit en particulier à Jean-Dominique Cassini, qui est un Italien au départ, mais naturalisé français. Je vais essayer de ne pas me faire mal. Et qui a été le premier directeur de l'Observatoire de Paris. Et ces découvertes, d'ailleurs, il les fait depuis l'Observatoire de Paris, pas très loin d'ici. Encore une fois, à la faveur de deux équinoxes, en 1671 et en 1684. Donc il va découvrir des satellites, d'abord Japet et Rhea, puis Thétis et Dionée. Des satellites, je vous montrerai des images un peu plus tard, mais qui sont quand même 4 à 5 fois plus petits que Titan, donc, et qui sont en plus plus proches de Saturne, donc plus difficiles à détecter. Alors je fais une petite parenthèse justement sur la détection de Japet qui est assez cocasse, parce qu'en fait, Cassini l'a détecté côté est, en le regardant depuis la Terre, côté est de Saturne, et il a mis plusieurs décennies à le détecter côté ouest. En fait, il le voyait très bien quand il était côté est, et à chaque fois qu'il essayait de l'observer côté ouest, il ne le voyait pas, jusqu'à ce qu'il utilise un télescope un peu plus sophistiqué, avec une sensibilité un peu plus faible, et qu'il détecte une faible lumière côté ouest. Et en fait, Cassini a compris à l'époque la raison de ses échecs successifs à détecter Japet côté ouest. Cette raison, elle est simple, et en même temps, il fallait quand même y penser. Japet, comme la plupart des satellites de Saturne, c'est un satellite qui est en rotation synchrone autour de Saturne, c'est-à-dire comme la Lune autour de la Terre. C'est-à-dire que Japet montre toujours la même face à Saturne. Ça veut dire aussi que c'est toujours la même face de Japet qui est dans le sens avant de son mouvement orbital, et toujours la même face qui est dans son sens arrière. Et il se trouve que la face arrière de Japet, celle que l'on voit quand le satellite est côté est de Saturne, est nettement plus brillant, 10 fois plus brillant que sa face avant que l'on voit quand le satellite est côté ouest de Saturne. Donc c'est la raison, et il l'a compris bien avant qu'on ait des images de Japet. En fait, Cassini a compris qu'on devait avoir affaire à un corps, un satellite qui a une dichotomie d'albédo entre sa face avant et sa face arrière. Et bien des années, même plusieurs siècles plus tard, la mission Cassini, dont je vais évidemment vous reparler, a confirmé cette supposition, cette hypothèse, en prenant en particulier ces photos, donc de la face avant et de la face arrière de Japet. On voit bien que la face avant, donc celle visible à l'ouest, est recouverte, est très très sombre. En fait, on sait aujourd'hui qu'elle est recouverte d'une poussière très très sombre, alors que la face arrière est très brillante, notamment du fait de la présence de glace d'eau. Voilà, je voulais souligner quand même cette découverte, et puis cette capacité à essayer de comprendre pourquoi on ne voyait pas exactement ce qu'on pensait voir. Donc encore un siècle plus tard, c'est William Herschel qui va découvrir deux nouvelles petites lunes, dont je vous reparlerai aussi, Mimas et Encelade, qui sont 10 fois plus petites que Titan et qui sont très très proches de Saturne. Mimas met 2 jours à faire le tour de la planète. Donc William Herschel, c'est aussi le découvreur d'Uranus. C'était aussi un compositeur de musique. Bref, c'était quelqu'un qui avait plein de cordes à son arc. À partir de ces découvertes, en fait, les principaux satellites de Saturne, ceux qui sont suffisamment massifs pour former une belle sphère, ont été découverts. Et on commence à découvrir, disons, des corps aux formes un peu plus biscornues, comme Hyperion, qu'on surnomme souvent, on la compare souvent à une pierre ponce ou une éponge, ou comme Phoebe, qui est le plus grand spécimen, il fait quand même 200 km de diamètre, de ce qu'on appelle les lunes irrégulières de Saturne. Phoebe, c'est aussi le premier astre qui a été détecté par astrophotographie, en comparant plusieurs clichés photographiques. Donc pour la première fois, c'était Phoebe. Après ça, il va y avoir toute une moisson de découvertes dans les années, au XXe siècle, avant et après l'ère spatiale, et jusqu'à récemment. Mais ce qu'il faut bien dire, alors je vais répondre quand même à la question du coup que je posais, aujourd'hui, on en est à 274 satellites confirmés pour Saturne. C'est énorme, c'est vraiment beaucoup, et en fait,
Saturne est la planète qui, aujourd'hui, officiellement, a le plus de satellites du système solaire. Plus que Jupiter, encore une fois, peut-être que Jupiter en a plus, mais en tout cas, on ne les a pas découverts. Ce qu'il faut dire, c'est que dans le cas de Saturne, comme dans le cas de Jupiter, la grande majorité de ces satellites, ce sont ce qu'on appelle donc des satellites irréguliers. Ce sont des satellites, en fait, qui ont des formes biscornues, je vous en ai montré 2 exemples là, qui orbitent très très loin de la planète, ont plusieurs millions de kilomètres, donc il faut plusieurs mois pour faire le tour de la planète, qui ont souvent des orbites très inclinées, très allongées, pas du tout circulaires, et parfois même rétrogrades, c'est-à-dire qu'ils vont dans le sens inverse de la rotation de Saturne sur elle-même. Donc on pense que ces satellites ne sont pas forcément natifs du système de Saturne. On pense que c'est peut-être des comètes ou des astéroïdes qui passaient par là et qui ont été happés par la gravité de Saturne et qui sont restés autour de cette planète. Mais ils sont plus parents finalement des corps, des astéroïdes et des comètes qu'on trouve au-delà de la ceinture dans la ceinture de Kuiper que des satellites comme Limace, comme Encelade, comme Titan dont je viens de vous parler. Donc l'ère spatiale. Alors l'ère spatiale, elle n'a pas forcément permis énormément de découvertes de nouveaux satellites, si ce n'est à l'intérieur des anneaux, je vous montrerai quelques exemples. Ce qu'elle a permis surtout, c'est de passer de points à des corps qui ont 3 dimensions, d'avoir des images de ces satellites. Donc le début de l'ère spatiale pour l'exploration du système de Saturne, c'est la fin des années 70, le début des années 80. Là, il y a 3 sondes américaines qui vont survoler le système de Saturne, donc Pioneer 11, Voyager 1 et Voyager 2. Donc c'est des survols éclairs, mais qui permettent quand même de faire quelques photos, notamment des principaux satellites de Saturne. Ici, vous voyez Titan, vu par Voyager 1. C'est une photo à la fois très très belle, hein, d'une boule orangée, uniforme, mais qui a suscité beaucoup de déception à l'époque, parce que il fallait constater, hein, on ne voyait absolument pas la surface de Titan. Ce qu'on voit, on le savait, Titan a une atmosphère, c'est un cas particulier d'ailleurs dans le système solaire, j'y reviendrai, mais on n'avait pas anticipé que cette atmosphère était opaque au point qu'on ne pourrait absolument pas entreapercevoir sa surface. Donc c'était à la fois une très belle image, hein, qui est restée iconique, mais en même temps teinte de déception. Lors d'un survol d'Encelade, Voyager 2 prend cette image, alors on ne le voit pas très très bien ici, mais qui montre étonnamment que certaines régions de ce tout petit satellite, je le disais, il fait 500 km de diamètre, hein, 500 km c'est la distance Paris-Brest, hein, c'est vraiment tout petit, eh bien il y a des régions de ce tout petit satellite qui sont dépourvues de cratères. Et ça, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a probablement, en tout cas c'est l'hypothèse qui a été faite à l'époque, une forme d'activité, peut-être de volcanisme ou de tectonique qui renouvelle la surface et qui fait que les cratères d'impact disparaissent, par exemple étant recouverts par des épanchements. Et ça, c'était aussi une surprise de constater qu'un corps aussi petit pouvait potentiellement être actif. Mais la grande mission qui a révolutionné notre connaissance du système de Saturne, mission dans le cadre de laquelle j'ai eu la chance de travailler, et à la vérité, je travaille encore sur les données de cette mission, et dans la salle, il y a un de mes doctorants qui travaille sur les données de cette mission. C'est la mission Cassini-Huygens, donc une mission jointe NASA-ESA, qui a été lancée en 1997, moi à l'époque j'étais au lycée, qui est arrivée 7 ans plus tard dans le système de Saturne, donc en 2004, et qui y est restée et a exploré ce système jusqu'en 2017. Donc 13 ans et demi de mission, c'est assez extraordinaire. Et ça veut dire aussi qu'on a pu couvrir quasiment 2 saisons sur Saturne. Hein. Une saison sur Saturne, c'est environ 7 ans et demi. Donc cette mission, elle a comporté deux volets, on va dire, 2 plateformes. Une sonde Cassini, et puis la grande sonde Cassini, qui était américaine, et puis un module d'atterrissage qui s'appelait Huygens, qui était européen et qui a atterri sur Titan, et qui a pris la fameuse image que je vous ai montrée au tout début de la surface de Titan, où on voit ces galets polis, enfin ce qui ressemble à des galets polis.
Donc je disais, Cassini est restée 13 ans autour de Saturne, plus de 13 ans. Elle a pu effectuer presque 300 orbites autour de Saturne. Ce que vous voyez là, ces lignes, en fait au milieu il y a Saturne, et toutes ces lignes ce sont des orbites de Cassini autour de Saturne. Alors ça peut paraître un petit peu fouillis, mais en fait il y a plein d'orbites, enfin, chacune de ces orbites a son utilité, permet d'aller voir un corps sous un certain angle et avec une certaine distance d'approche. Évidemment, une des cibles privilégiées de cette mission, ça a été Titan, qui a été survolé 127 fois. Et puis Encelade, ce n'était pas prévu au début, mais comme la mission a été prolongée, eh bien, on a programmé plus de survols d'Encelade que prévu au départ, et vous comprendrez pourquoi après. Donc cette mission, elle a permis notamment, alors moi je ne vais pas beaucoup parler de la planète parce que de la planète Saturne en elle-même parce que c'est absolument pas ma spécialité, mais je ne résiste pas quand même à la tentation de vous montrer ces belles images de Saturne ici vues depuis son pôle Nord. Donc évidemment, avoir une sonde spatiale, ça permet de prendre des photos sous des angles auxquels on n'a absolument pas accès depuis la Terre. Donc là, c'est assez magnifique de voir Saturne depuis le pôle Nord, et puis de voir, donc évidemment, il faut imaginer que le Soleil est là, de voir l'ombre projetée de Saturne sur les anneaux, c'est quand même assez fabuleux. Et je vous encourage à aller regarder sur Internet plein d'autres photos collectées par cette sonde. Je ne peux pas évidemment vous en montrer énormément. Je vous en montre quand même une autre pendant cette mission. Donc je le disais, qui a duré 2 saisons ce qui correspond à 2 saisons dans le système de Saturne. Eh bien, on a eu la chance d'observer une tempête dans l'hémisphère nord de Saturne, une tempête qui s'est déclenchée en 2010, qui rapidement a encerclé toute la planète et dont on a pu suivre l'évolution. Ça a permis de beaucoup mieux comprendre la dynamique de l'atmosphère de Saturne, sachant que c'est une tempête qui, semble-t-il, se reproduit à peu près tous les ans sur Saturne, c'est-à-dire tous les 30 ans terrestres, et donc c'est venu apporter encore plus d'informations au catalogue qui existait déjà. Évidemment, voilà, j'ai mis un petit train, j'ai glissé un train un moment. Évidemment, on a pris aussi des photos fantastiques des anneaux de Saturne. Alors ici, j'ai intitulé cette slide les anneaux, les joyaux, parce qu'il faut bien imaginer que ces structures s'étalent sur 140 000 km, d'accord, 140 000 km, c'est quand même énorme, et que l'épaisseur des anneaux, ce n'est que 10 mètres, d'accord. Donc c'est vraiment des structures d'une finesse qui relève de la joaillerie. En fait, c'est plus fin, c'est l'équivalent en termes de finesse d'une feuille c'est 10 000 fois plus fin, je vais y arriver à lire, 10 000 fois plus fin qu'une feuille de papier A4 sur laquelle vous écrivez. Donc pour vous dire un petit peu la beauté et la finesse de la chose. Donc ces anneaux, très rapidement, ça aussi c'est pas ma spécialité, mais évidemment ça m'intéresse. On leur a donné des noms, alors c'est pas très original, des noms de lettres, A, B, C, D, et dans l'ordre de leur découverte. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément A au plus près de la planète, etc. Vous voyez peut-être ici tout de suite qu'il manque l'anneau E, je vous en reparlerai un tout petit peu tout à l'heure. Mais ces anneaux, ils sont faits essentiellement de blocs de glace, de blocs et de grains de glace. Il y a un peu de poussière, mais c'est surtout de la glace très pure, ce qui les rend très très brillants, donc des blocs de glace de quelques millimètres à quelques mètres qui tournent autour de la planète. Dans ces anneaux, alors ça c'est pour le coup la mission Cassini qui a permis ces découvertes, eh bien on a pu observer des petites lunes de quelques kilomètres, dizaines de kilomètres tout au plus, faites essentiellement de glace d'eau et avec des formes particulièrement biscornues. En particulier, donc, on les a découvertes au bord de la noix et de l'anneau F, vraiment au bord des anneaux. Là, peut-être un zoom sur notamment Pan. Donc, Pan, comme Daphné, en fait, trace comme un sillon dans les anneaux. Ils vident la matière derrière eux. D'ailleurs, étudier la façon dont ces satellites vident la matière dans les anneaux de Saturne permet aussi
de mieux raffiner les modèles de formation du système solaire, parce qu'on pense que les planètes, au moment de la formation du système solaire, voilà, il y avait des processus un peu similaires. Donc c'est aussi un laboratoire pour comprendre la formation du système solaire que d'étudier les petits satellites dans les anneaux de Saturne. On voit bien ici voilà, la finesse des anneaux et on voit bien Pan qui dépasse de ces anneaux. Et les formes, alors on a qualifié ces formes, les Américains ils parlent tout le temps de raviolis. Moi je trouve que ça fait plus penser à des madeleines ou à des soucoupes volantes. En tout cas, on a ces formes avec un espèce de bourrelet équatorial, une jupette, qui serait due à l'agglomération de particules des anneaux qui viendraient se coller au niveau de l'équateur et faire ces formes tout à fait particulières. Oh, voilà une autre image absolument fantastique de Daphné, donc du sillon créé par Daphné dans les anneaux, et pas que le sillon, du sillage, des vagues de sillage derrière son passage, qui évidemment nous informent aussi sur la viscosité des anneaux, nous informe donne plein d'informations sur ce dont sont faits les anneaux et qui sont absolument fabuleuses à regarder. Il n'y a quand même pas énormément de satellites dans les anneaux, tout simplement parce que dans les anneaux, en fait, les forces de marée, qui sont des forces destructrices, empêchent la matière de vraiment s'agglomérer. Et l'anneau F, qui est vraiment l'anneau au bord de ce système d'anneaux, c'est vraiment l'endroit où les forces de destruction des marées sont compensées par les forces d'accrétion. Et c'est au-delà de cet anneau F qu'on voit vraiment qu'on entre dans le monde des lunes. Donc on est vraiment à un endroit où la matière essaye de s'agglomérer, mais en permanence déchirée par la gravité de Saturne. Et au-delà, eh bien, on est dans le monde des lunes. Les lunes peuvent exister sans être déchirées. Elles subissent encore les forces de marée de Saturne, mais elles ne sont pas déchirées par ces forces de marée. Et c'est là où on trouve d'abord ce qu'on va appeler les lunes régulières de Saturne, et puis plus loin encore, les lunes irrégulières. Parmi ces lunes régulières, j'ai envie de m'arrêter un petit peu sur 5 d'entre elles, qui pour moi sont comme des sœurs. Je les ai mises côte à côte ici, par ordre de distance à Saturne. Et j'ai mis la France à l'échelle, pour vous montrer qu'on a affaire quand même à des corps tout petits, très ronds, glacés, au moins 50%, mais tout petits. Encore une fois, on s'élève ces 500 km de diamètre. Il y a quelque chose qui frappe quand on regarde donc, ces lunes, c'est qu'il y a comme un effet Dalton. Plus on s'éloigne de Saturne et plus elles sont grosses. Et ça, c'est un constat encore plus flagrant quand on rajoute au tableau les lunes un peu plus petites qui sont nichées au bord des anneaux. On a vraiment cet effet de taille grossissante lorsqu'on s'éloigne de Saturne. Donc ça a posé pas mal de questions. Les gens se sont demandé, tiens, mais pourquoi ? Il n'y a pas de hasard. L'autre chose intrigante à propos de ces lunes, c'est que, je le disais, elles sont essentiellement composées de glace d'eau. Alors ici, ce que je vous montre, c'est la fraction de roche, justement, ce qui n'est pas de la glace d'eau. Donc on voit qu'on a 50, Tétis par exemple a quasiment pas de roche, c'est 90% de glace d'eau, et la plupart de ces lunes ont donc au moins 50% de glace d'eau. Ça c'est étonnant, pourquoi ? Parce que normalement dans le modèle classique de formation des satellites, il y a l'idée que ces satellites sont créés par effondrement d'un nuage de poussière et de gaz autour de la planète, qui s'est effondré et qui, au fur et à mesure, a aggloméré des lunes, mais que du coup, les lunes qui sont au plus proche de la planète sont censées, c'est là où il faisait le plus chaud au moment de leur formation, et donc ont dû perdre toute leur glace d'eau. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on observe autour de Jupiter. Autour de Jupiter, là, vous avez 4 satellites qu'on appelle les satellites galiléens, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Et plus on se rapproche de Jupiter, Io est très proche de Jupiter, et moins il y a de glace d'eau. Parce que, encore une fois, il faisait chaud au moment de la formation. Donc ces deux constats, le constat de cette taille croissante et de cette prédominance de la glace d'eau dans la composition des lunes de Saturne, a amené à proposer un nouveau scénario de formation des lunes, donc un scénario qui peut-être ne s'applique qu'à Saturne, et qui part de l'idée que probablement les lunes de Saturne, c'est une vidéo qui... Est-ce que c'est enclenché ? Ouais. Sont nées en fait des anneaux de Saturne.
L'idée, c'est que probablement, alors on ne sait pas vraiment comment sont apparus les anneaux de Saturne, probablement une collision avec un ou plusieurs corps riches en glace dans un passé plus ou moins lointain. Probablement que ces anneaux étaient initialement beaucoup plus massifs que ce qu'ils sont aujourd'hui. Et les lois de la dynamique font qu'à l'époque et encore aujourd'hui, ils s'étalent. Ils s'étalent et quand ils passent la fameuse, une limite qu'on appelle la limite de Roche, qui correspond exactement à la position de l'anneau F dont je vous ai parlé aujourd'hui, eh bien, les forces de marée, je le disais, deviennent mineures par rapport aux forces d'accrétion et on peut former des satellites. Et donc peut-être que les satellites se sont formés de façon échelonnée, les uns après les autres, à partir d'une matière première, les anneaux, qui était de moins en moins abondante, donc qui donnait naissance à des corps de plus en plus petits. Donc c'est l'idée en cours, et ça expliquerait aussi pourquoi ces corps sont majoritairement composés de glace d'eau, parce que c'est la composition des anneaux. Donc c'est une idée, un scénario très intéressant. Pour le valider totalement, l'idéal ce serait de pouvoir faire un retour d'échantillon, ramener de la glace de ces satellites et de ces anneaux, mais en attendant, c'est le scénario qui, même très rarement de l'orage absolu. Et ce qu'on voit, c'est que Rhea et Mimas, donc à la fois le satellite le plus éloigné et le plus proche de Saturne, ont l'un comme l'autre des surfaces très très cratérisées, donc ils n'ont pas connu d'activité, quelle qu'elle soit, depuis très très longtemps. Souvent, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette comparaison, on compare Mimas à l'étoile de la mort dans Star Wars, puisqu'il y a cet énorme cratère qui s'appelle Herschel sur la face avant de Mimas. Mais en tout cas, des surfaces qui, géologiquement, ont l'air vieilles. Tétis et Dionée, eux, sont cratérisés, mais ont par endroits des plaines lisses, ce qui ressemble à des failles tectoniques, donc des indices d'une activité plus ou moins récente. Mais le corps le plus étonnant, c'est de loin Encélade. Donc Encélade, qui est juste après Mimas, et où on a détecté, et ça c'est une des grandes découvertes de la mission Cassini, même si on avait quelques indices avant, on a détecté de l'activité en cours sous la forme de geysers, en fait, de panaches de matière qui sont éjectés du pôle sud d'Encélade. Donc, Encélade éjecte toutes les secondes une centaine de kilos de matière qui est essentiellement de la glace d'eau, mais pas que, mais essentiellement de la glace d'eau, par 4 grandes failles qu'on a appelées les rayures du Tigre. Donc là, ce que je vous montre, c'est le pôle sud d'Encélade. Donc par ces failles sortent cette matière qui a priori a pour source, pour origine, un océan d'eau liquide sous la surface d'Encélade. Donc à la surface d'Encélade, il fait moins 200 degrés. On est loin du système solaire, du soleil, pardon. Mais sous la surface, peut-être sous que quelques kilomètres de croûte de glace, il y aurait un océan d'eau liquide qui est en contact avec le noyau rocheux d'Encélade et où, sur le plancher duquel, il y aurait peut-être des températures de l'ordre de 90 degrés. Donc des températures tout à fait, favorables à une vie telle qu'on la connaît en tout cas. Donc, juste au passage, c'est quand même assez cocasse, en tout cas c'est une coïncidence incroyable d'avoir appelé Encélade, ce nom a été donné au XIXe siècle, sans savoir que c'était un des corps les plus actifs du système solaire. Pourquoi ? Parce que Encélade, si vous connaissez un peu la mythologie, dans la mythologie, Encélade c'était un géant qui a participé à la guerre contre les dieux de l'Olympe et qui, quand la guerre tournait mal, a essayé de s'enfuir. Et Athéna, donc l'histoire dit que Athéna lui aurait envoyé un caillou sous lequel il est encore enseveli. Enfin, en l'occurrence, le caillou, c'était la Sicile en entier. Et on attribue donc à Encélade les tremblements de terre de la Sicile et les éruptions de l'Etna. Et donc c'est assez incroyable d'avoir appelé Encélade un corps qui a des geysers justement, qui a une activité volcanique comme l'Etna ou comme ce qu'on peut rencontrer en Sicile. Ici c'est une photo aux grandes eaux, pendant les grandes eaux de Versailles, justement du bassin d'Encélade, où on voit Encélade éjecter de l'eau en l'occurrence et ensoleillée sous la Sicile. Bref, donc Encélade, c'est un des corps les plus actifs du système solaire. Il éjecte ces panaches de matière qui, en fait,
vont venir alimenter l'anneau, un autre anneau de Saturne, l'anneau E, il manquait la lettre E. Et bien l'anneau E, c'est un anneau donc, qui est plus lointain que l'anneau F en fait, et qui est pile sur l'orbite d'Encelade et dont la source sont les geysers d'Encelade. Donc Encelade vient comme ça alimenter cet anneau et qui est très très diffus et très étendu, et les autres satellites, les satellites voisins, en passant dans cet anneau, ils récoltent un petit peu de cette neige, de cette glace, et donc ils sont peints un petit peu en blanc du fait de cette activité volcanique. Cette activité, alors on parle plutôt de cryovolcanisme, parce que c'est un volcanisme qui opère à très basse température. Sa source, ce sont les forces de marée de Saturne. Alors, ce schéma pour expliquer, ici, Saturne, Encelade, décrit une orbite qui n'est pas circulaire autour de Saturne. Elle décrit une orbite qui est allongée, on dit elliptique, ce qui la soumet à des forces de gravité variables en fonction de l'endroit où elle est sur l'orbite de Saturne. Donc par moment, elle est attirée, étirée, par moment, elle est compressée par ces forces de gravité de Saturne. Et ces déformations répétitives, périodiques, vont générer de la chaleur par dissipation, exactement comme quand vous prenez une boule anti-stress et que vous la malaxez dans votre main. Vous allez constater au bout d'un moment que ça chauffe dans vos mains. Eh bien, c'est ce même phénomène de dissipation de chaleur qui chauffe l'intérieur d'Encelade, qui fait fondre la glace et maintiennent liquide un océan, et qui aussi permettent potentiellement une activité hydrothermale sur le plancher de cet océan qui, je le disais, est en contact avec le manteau ou le noyau rocheux d'Encelade. Donc c'est un monde tout petit, mais extraordinaire, et où peut-être toutes les conditions nécessaires à la vie telle qu'on le connaît sont réunies, alors encore une fois, pas à la surface, mais dans son océan. Et c'est la raison pour laquelle l'ESA, j'ai oublié ça, je vais le dire juste après. Alors avant de dire ça, juste pour aller encore plus loin dans cette réflexion sur les satellites, donc peut-être qu'aujourd'hui, on voit un Encelade actif, mais peut-être qu'hier c'était Tétis, Dionée, et il y a encore plus longtemps Rhea, et peut-être que demain ce sera Mimas qui manifestera à sa surface les signes d'une activité, parce que Mimas, lui, est encore plus près de Saturne et doit être soumis aussi à des forces de marée non négligeables. Et il y a un papier qui est sorti l'année dernière d'une équipe française qui, justement, démontre que Mimas est aussi probablement ce qu'on appelle un monde océan, c'est-à-dire un corps glacé, mais qui, sous sa surface, sous sa croûte de glace, accueille de l'eau sous forme liquide. Donc Mimas, mais surtout Encelade, sont la cible de la future mission, ce qu'on appelle L, donc large, L c'est pour large, donc L4 de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne. Donc surtout à Encelade, une mission sur laquelle, personnellement, à la préparation de laquelle je travaille, mais c'est une mission qui arrivera, alors pour vous dire, en 2053, dans le système de Saturne, et qui se posera sur Encelade en 2058. Donc autant vous dire que j'espère que je pourrai quand même suivre ce qui se passe, mais je ne serai pas du tout au premier plan, mais voilà, ça fait partie aussi de nos activités, de travailler sur des projets très très longs qui s'étalent sur plusieurs décennies. Parfois, on récolte le fruit des graines que d'autres ont semées. Moi, quand je suis arrivée sur la mission Cassini, et je suis arrivée au bon moment, mais c'est une mission qui avait été décidée en 82. Beaucoup de gens avaient travaillé à la préparation de cette mission. Et aujourd'hui, moi, j'aime bien l'idée de faire la même chose pour les générations futures, en espérant pouvoir quand même assister à cet atterrissage qui est quand même loin d'être simple. Là, je vous montre l'image peut-être la plus résolue qu'on a d'une région du pôle sud d'Encelade, où on voit qu'il y a plein de blocs de glace dans tous les sens. En fait, on ne sait pas du tout sur quoi on va atterrir. Est-ce qu'on va atterrir sur un manteau neigeux dans lequel on risque de s'enfoncer, ou est-ce qu'on va atterrir au contraire sur une surface très très solide, très très dure, parce que très très froide, sur lequel on peut s'écraser? C'est vraiment, on ne sait pas. Donc il faut se préparer à plein de possibilités.
Voilà pour Encelade. Maintenant, je finis quand même avec un passant un peu de temps quand même sur la Lune, la plus grosse du système de Saturne, une des lunes les plus exceptionnelles du système solaire. Parfois même, moi je la qualifie de planète, même si c'en est pas une, puisqu'elle tourne autour du planète. Mais elle est planétaire de par ses dimensions. Vous le voyez ici, Titan est nettement plus grosse que les autres lunes de Saturne. Et réponse à la question du quiz du début, Titan est même plus grande que notre Lune, plus grande même que la plus petite de nos planètes, Mercure. Alors elle n'est pas plus grande que la Terre, mais elle n'est pas ridicule quand même à côté de la Terre. C'est pas le plus grand satellite du système solaire, c'est le deuxième plus grand satellite du système solaire. C'est Ganymède qui est en première place. Hein, Ganymède, un satellite de Jupiter, mais qui est plus gros que Titan de quelques kilomètres seulement, pas grand-chose. Titan, c'est un satellite de glace aussi, hein, au même titre que ceux dont je vous ai parlé précédemment, donc qui est composé 50% de glace, 50% de roche, et qui pourrait, alors je mets du conditionnel quand même, et qui pourrait aussi abriter un océan d'eau liquide sous sa croûte de glace, donc sous plutôt 100 km de croûte de glace. On a des indices indirects de la présence de cet océan. Une autre particularité de Titan, c'est qu'il est entouré d'une atmosphère dense. C'est le seul satellite en fait, du système solaire qui a une atmosphère dense. Cette atmosphère, elle est particulièrement étendue. Là, on voit son extension par rapport à l'atmosphère terrestre. Elle est, comme l'atmosphère terrestre, majoritairement composée de diazote, à 98%, et le reste, c'est essentiellement du méthane. À la surface de Titan, du coup, il y a une pression de 1,5 bar, ce qui est sensiblement la même chose que la pression à la surface de la Terre. Ça veut dire que si on omettait le fait qu'il fait moins 180 degrés, et qu'évidemment il n'y a pas d'oxygène pour respirer et tout ça, on aurait quand même, en tout cas, pas besoin de combinaison pour de pressurisation pour déambuler à la surface de Titan. Donc c'est assez étonnant ces conditions de pression et de température. Ce qui rend opaque l'atmosphère de Titan, souvenez-vous de la déception des sondes voyageurs lorsqu'elles ont survolé Titan dans les années 80 et qu'elles n'ont pas pu apercevoir la surface. La raison de cette opacité, c'est la formation dans l'atmosphère de Titan de brumes organiques. Donc en fait, les rayons du Soleil vont en permanence dans la haute atmosphère casser les molécules de méthane et d'éthane et qui vont se recombiner plus bas et qui vont former tout un éventail de ce qu'on appelle des aérosols organiques. Organique, ça veut dire qu'il y a du carbone dedans, qui vont créer ces brumes un peu comme quand il y a un pic de pollution sur Paris, ça crée des brumes qui masquent tout. Et c'est la raison pour laquelle la surface est absolument impossible à voir, en tout cas dans le domaine optique, depuis l'orbite. D'ailleurs, dans mon laboratoire, qui s'appelle le LATMOS, on s'amuse à reproduire ce qu'on appelle la photochimie de Titan, c'est-à-dire les conditions de formation de ces aérosols organiques. Ici, dans cette cuve cryogénique, on va mettre des gaz dont la composition est sensiblement la même que la composition de l'atmosphère de Titan, donc on va mettre du méthane et de l'azote, et qu'on va irradier pour un peu simuler l'effet des rayons solaires. Et au bout de quelques heures, on obtient cette poudre organique qui a justement la couleur orangée des brumes de Titan. Donc on est capable de reproduire en laboratoire ce qui se passe dans l'atmosphère de Titan et d'ensuite on peut travailler sur ces analogues des aérosols de Titan pour essayer de comprendre un peu mieux comment ils peuvent évoluer, réagir, évoluer aussi parce qu'au fur et à mesure ils se déposent à la surface et ils l'en recouvrent. Donc pour voir à travers ces brumes organiques, eh bien, la mission Cassini, quand même, forte des mauvaises expériences de ses prédécesseurs, s'était dotée de 2 instruments, même 3 instruments capables de voir à travers l'atmosphère de Titan, 2 imageurs dans le proche infrarouge
et surtout un radar. Et moi, j'ai travaillé, je travaille encore, dans l'équipe du radar de la mission Cassini qui a collecté vraiment une multitude de données, en particulier sur Titan. Avant même que ces instruments ne puissent tenter de cartographier Titan, il y a eu quand même l'atterrissage de la sonde Huygens à la surface de Titan, donc, qui a eu lieu en 2005. On a fêté les 20 ans aujourd'hui, cette année, de l'atterrissage de Huygens sur Titan. Ici, ce que vous voyez, c'est les clichés qui ont été pris au fur et à mesure de la descente par Huygens. Ici, des clichés encore plus proches. Alors, à 150 km, on est encore au-dessus de la couche de brume, mais à 15 km, on est en dessous et on peut découvrir les paysages de Titan. Alors, c'est un peu déformé, hein, mais on voit des vallées, des montagnes, et puis on voit surtout ici ce qui ressemble à des réseaux de rivières, un zoom là, des réseaux de rivières qui ressemblent beaucoup à ce qu'on peut trouver sur Terre, ou même sous une forme asséchée sur Mars. Donc ça a été quand même une énorme surprise de trouver ces paysages finalement très très familiers, et qui font dire qu'il y a peut-être une activité fluviale sur Titan. Et ça, je ne vous l'ai pas encore dit, mais une des particularités des conditions de pression et de température à la surface de Titan, donc moins 180 degrés en température, une pression de 1,5 bar, eh bien, ça fait que le méthane peut exister sous ces trois états. Donc on peut avoir un cycle de méthane exactement au même titre qu'on a un cycle de l'eau sur Terre. Le méthane peut s'évaporer, peut se condenser, il peut pleuvoir du méthane qui va ensuite s'évaporer. Enfin, il peut avoir tout un cycle et qui vient alimenter en particulier ce qu'on constate là, une activité fluviale à la surface de Titan. C'était tout à fait inattendu et confirmé aussi quelque part par la forme très arrondie, je le disais, très similaire à des galets de ces cailloux qui ont été observés sur le site d'atterrissage de Huygens, qui, on le pense aujourd'hui, était en fait très probablement le lit asséché d'une rivière ou bien d'un lac. Donc à ce jour, quand même, c'est important de savoir que Titan, c'est l'endroit le plus éloigné du système solaire où on a déposé un engin humain. C'est le record à l'heure actuelle. On a déposé des engins depuis sur une comète, évidemment sur Mars, sur Vénus. On a aussi collecté des échantillons d'astéroïdes, mais on n'a jamais déposé un objet aussi loin de la Terre. Hein. Je le rappelle, presque 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. Donc après l'atterrissage du Huygens, c'était au tour du radar et des deux imageurs dans l'infrarouge de prendre le relais pour la cartographie de Titan. Donc juste très brièvement, ce que font les imageurs infrarouges, c'est de tirer profit de quelques fenêtres à travers lesquelles l'atmosphère de Titan est transparente. Et en faisant ça, voilà, on peut avoir une image un peu on peut commencer à deviner la surface. Mais ce sont des images qui sont quand même d'une qualité limitée et d'une résolution qui reste grossière. Les meilleures images qu'on a de Titan, c'est grâce au radar de Cassini. Je ne dis pas ça parce que j'étais dans l'équipe de cet instrument, je dis ça parce que c'est vraiment l'instrument qui va voir à travers l'atmosphère et de jour comme de nuit, puisque c'est un instrument actif qui émet les ondes et qui va en fait collecter la proportion, la fraction d'ondes qu'il a émises qui reviennent dans sa direction après réflexion, diffusion par la surface. Donc juste avant de vous montrer les images, vous dire que c'est quand même pas comme des images optiques. Ce qu'on mesure, c'est la capacité d'une surface à renvoyer des ondes qui ont été émises dans la direction d'émission de ces ondes. Donc typiquement, par exemple, si vous avez une surface qui est très lisse, comme par exemple ici la surface d'un lac, comme les ondes qu'on envoie de façon oblique vont être quasiment totalement réfléchies dans ce qu'on appelle la direction spéculaire, la direction miroir, le radar ne va rien mesurer. C'est pour ça que sur les images radar, qui sont toujours en noir et blanc, je vais vous montrer des versions colorisées, mais en fait c'est des images noir et blanc, les régions lisses sont noires. Alors que les régions qui sont chahutées, rugueuses, elles vont
renvoyer une partie des ondes dans toutes les directions, y compris dans leur direction d'émission, et elles apparaîtront, ces régions rugueuses, brillantes, sur les images radar. Voilà, juste un petit cours d'image radar très rapide. Et voilà la carte finale de Titan, donc par le radar de Cassini. Donc c'est une carte qui est en noir et blanc, qui est incomplète, c'est vrai, hein, elle couvre environ 70% de la surface, parce que je rappelle que Cassini était un orbiteur de Saturne, il ne pouvait faire que des survols de Titan. Et à chaque survol, en fait, et c'était assez enthousiasmant à ce moment-là de la mission, à chaque survol, on cartographiait environ 1% de la surface. Et c'était un peu comme un puzzle qui chaque mois se composait. Malheureusement, à la fin de la mission, on n'avait pas couvert toute la surface, mais on avait quand même une bonne couverture. Et en combinant ces images radar avec les images infrarouges, on obtient ce genre de carte où ici, attention, ce sont des fausses couleurs, mais qui donnent une indication sur la composition de surface. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, quelques zooms. D'abord, on voit qu'on a affaire à une surface qui est jeune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de cratères. Je vous montre quelques exemples ici, hein, l'image radar ou image combinée entre radar et infrarouge de cratères. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment des processus qui renouvellent la surface. Ces processus, c'est par exemple des processus éoliens. Toutes ces zones orangeâtres, brunâtres, au niveau de la ceinture équatoriale de Titan ici, ce sont des champs de dunes géantes. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, toutes ces lignes presque parallèles l'une à l'autre et qui semblent comme contourner ce qui doit être ici un petit obstacle topographique, ce sont ce qu'on appelle des dunes linéaires qui recouvrent presque même plus de 20% de la surface de Titan et qui ressemblent vraiment beaucoup aux dunes linéaires qu'on peut trouver par exemple en Namibie, qui sont donc des dunes qui s'étalent sur des centaines de kilomètres, qui sur Titan peuvent faire plusieurs centaines de mètres de haut, hein, elles peuvent avoir la taille de la tour Eiffel, et qui sont espacées de quelques kilomètres chacune. Donc énormément de dunes dont le sable est a priori fait de matière organique. Donc ce seraient ces fameux aérosols qui sont formés dans l'atmosphère, qui se déposent à la surface, qui sont ensuite érodés par l'activité fluviale et qui donnent en fin de chaîne du sable qui est ensuite organisé par les vents de Titan. Alors les vents sur Titan sont faibles, hein. C'est quelques kilomètres heure, peut-être 3-4 km/h, c'est très faible. Mais de temps en temps, notamment au moment des équinoxes, il y a des petits pics à 30-40 km/h et on pense que c'est à ce moment-là que les dunes bougent et sont sculptées par les vents, mais ça fait encore l'objet de recherche. Aux moyennes latitudes, donc on a vu les dunes autour de l'équateur, aux moyennes latitudes, on a énormément de régions qui ressemblent à ça, c'est-à-dire qui ne ressemblent à rien, qui sont ce qu'on a appelé les régions les plus ennuyeuses du système solaire. Ce sont comme des plaines. En fait, on ne sait pas ce qu'il y a. C'est tout simplement, on n'a pas la résolution avec le radar. Hein, les images qu'on a ont une résolution d'au mieux 300 mètres. Donc c'est bien, mais ça ne permet pas donc, de voir des structures qui font moins de 300 mètres. Et probablement qu'il y a plein de choses qui se passent dans ces régions, mais les images radar nous montrent essentiellement que du bruit. Donc il faudra une autre mission pour révéler le secret de ces régions. Et puis, encore plus étonnant, au pôle de Titan, et en particulier au pôle nord de Titan, on a découvert des lacs. Encore une fois, évidemment, ce ne sont pas des lacs d'eau liquide, il fait moins 180 degrés, ce sont des lacs de méthane et d'éthane. Donc les hydrocarbures qui peuvent exister sous forme liquide, je vous le disais, à la surface de Titan, les conditions de pression et de température le permettent. Donc il y a environ 2% de la surface de Titan qui est recouvert de lacs, voilà, l'IGA marée en particulier, qu'on qualifie même de mer parce qu'elle a une taille conséquente. Et juste un mot pour dire qu'on a même pu sonder le fond de cette mer grâce à des observations altimétriques qui ont permis de mesurer un écho à la surface et sous la surface. On a pu dresser pour la première fois ce qu'on appelle une carte basymétrique, c'est-à-dire une carte de la profondeur
d'une mer extraterrestre. Donc c'est carrément de l'océanographie extraterrestre qui a été fait par Cassini. Et on a pu montrer, par exemple, pour l'Iga-Marée, qu'au centre de cette mer, on avait une profondeur de 170 mètres, ce qui est tout à fait étonnant, et ce qui a permis un peu de quantifier la quantité d'hydrocarbures liquides disponibles sur Titan. Alors, je vous arrête, on ne va pas aller prélever cet hydrocarbure, même s'il y a peut-être des gens qui sont intéressés, c'est très, très loin. Mais c'est vrai qu'il y a plus d'hydrocarbures liquides sur Titan que sur Terre, à notre connaissance. Et donc ces lacs, ils sont alimentés par des rivières qui elles-mêmes sont alimentées par des pluies. Et on a pu, donc des pluies de méthane, encore une fois, il pleut par moins 180 degrés. Et on a pu, pendant la mission Cassini, capturer, et là c'est vraiment le hasard, ce qu'on pense être des épisodes de précipitation, notamment au moment des équinoxes, qui encore une fois c'est le moment où il se passe pas mal de choses. Ici, cette zone, je ne sais pas si c'est très visible, mais vous voyez qui est très brillante en octobre 2007, tout d'un coup va s'obscurcir après le passage d'un nuage pour quelques mois plus tard retrouver sa brillance. Donc on pense vraiment que là, il y a eu une pluie forte c'est une zone qui est grande comme la France, donc c'est vraiment une zone étendue. On pense qu'il y a eu des pluies qui ont obscurci le sol, et ensuite ces pluies, soit les eaux de ces pluies, entre guillemets, l'hydrocarbure de ces pluies, sont soit infiltrés, soit évaporés, et la surface est redevenue brillante. Mais c'est quand même assez saisissant de se dire qu'il pleut à moins 180 degrés. Donc pour résumer, en fait, les paysages de Titan, ils sont un peu compartimentés, avec les dunes à l'équateur, les plaines indifférenciées aux moyennes latitudes, les lacs et les mers au pôle. Et on se rend compte que finalement, ces paysages, leur organisation en tout cas, est comme gouvernée par la météo du méthane. C'est dans les régions les plus arides que l'on trouve des dunes, exactement comme sur Terre, les régions où il y a de moins de précipitations. Et au contraire, c'est dans les régions où il pleut le plus, au niveau des pôles, que l'on trouve les lacs et aussi ce qui ressemble à des canyons, même à des paysages un peu karstiques, pour ceux qui connaissent. On a aussi eu la surprise de constater, finalement, même si on a affaire à un satellite de glace, à la surface, on ne détecte quasiment pas de glace. Ce qu'on détecte, c'est de la matière organique qui, encore une fois, a pour source la photochimie dans l'atmosphère de Titan qui se dépose à la surface. Et une des grandes questions qui motive la prochaine mission vers le système de Saturne, je vous ai parlé de la mission L4 pour laquelle il faudra attendre les années de 50, mais en fait, il y aura une mission vers le système de Saturne avant cela, une mission dans laquelle j'ai la chance de travailler, qui s'appelle la mission Dragonfly et qui va justement essayer de comprendre quel est le niveau de complexité de la matière organique sur Titan. Est-ce qu'on trouve des acides aminés sur Titan, des protéines, des sucres, ce qu'on appelle des molécules prébiotiques qui, sur Terre en tout cas, sont précurseurs de la vie telle qu'on la connaît. Alors, on ne prétend pas trouver la vie sur Titan, c'est très peu probable, mais peut-être essayer de comprendre quelles sont les réactions chimiques qui font passer de l'inerte au vivant à partir d'une chimie organique, parce qu'en fait, sur Terre, on ne sait pas sur Terre comment la vie est apparue, et la Terre étant tellement remplie, on a perdu vraiment les traces de ces réactions. Qui ont permis l'émergence de la vie sur la Terre, et on se dit que peut-être en allant regarder la matière organique sur Titan, on va mieux comprendre ce qui a pu se produire sur la Terre. En plus, sur Titan, il faut le dire, il y a quand même aussi d'autres conditions nécessaires à la vie telles qu'on la connaît qui sont présentes. On a du liquide, alors c'est pas de l'eau liquide à la surface, c'est du méthane liquide, mais il y a du liquide. Il y a du liquide peut-être dans le sous-sol, je vous le disais, c'était un monde océan. Et puis, il peut y avoir quand même de façon éphémère de l'eau liquide à la surface de Titan. Par exemple, après un impact météoritique qui vient impacter, collisionner la surface et qui va apporter beaucoup de chaleur, qui va faire fondre la croûte de glace. Et les simulations montrent que dans ces cas-là, l'eau peut rester liquide à la surface de Titan malgré les moins 180 degrés.
pendant plusieurs siècles, peut-être pendant plusieurs millénaires avant de se recristalliser. Et donc, on a un endroit du système solaire où on a beaucoup de matière organique, potentiellement de l'eau liquide à la surface, de matière éphémère, les deux qui se côtoient. Est-ce que ça a pu donner lieu, encore une fois, à faire émerger des molécules, si ce n'est biologiques, mais en tout cas prébiotiques. Donc c'est la raison pour laquelle il y a eu quand même dans l'histoire beaucoup de projets de missions en retour vers Titan, avec beaucoup de possibilités, puisque Titan a cette particularité d'avoir une atmosphère, d'avoir des mers. Donc on peut imaginer un radeau, on peut imaginer un bateau sur les mers de Titan, on a même imaginé un sous-marin dans les mers de Titan. Titan a aussi une atmosphère, donc on peut imaginer voler avec un planeur ou bien un ballon dans l'atmosphère de Titan. Donc c'est vrai que peut-être sur Titan, comme nulle part ailleurs, on peut imaginer des concepts de mission tout à fait, qui relèvent presque de la science-fiction. Et finalement, la mission qui a été retenue et sélectionnée en 2019 par la NASA, c'est la mission Dragonfly. Donc c'est la mission Dragonfly. Dragonfly, ça veut dire libellule en anglais. Et c'est une mission qui prévoit d'envoyer un drone sur Titan. Donc pas un petit drone, un gros drone qui a la taille d'une voiture compacte qui fait à peu près 1 tonne, qui va faire jusqu'à 4 mètres de longueur, qui est plus grand que moi, c'est facile, mais qui est plus grand que moi, et qui va atterrir en particulier donc, dans les champs de dunes de Titan, enfin pas sur une dune, mais entre les dunes de Titan, pour explorer ces régions, et puis qui va avoir la capacité surtout de s'envoler pour aller explorer plein d'autres régions. Donc c'est une mission qui doit partir très bientôt finalement, en juillet 2028, pour arriver en 2034, donc un peu moins de 10 ans, en décembre 2034, oui en fait exactement 9 ans sur Titan. Donc on va arriver, c'est assez marrant d'ailleurs, exactement 1 an, mais en année de Saturne, 1 an après Huygens, donc exactement 30 ans après Huygens. Et ça c'est assez, c'est un bon point parce que du coup ça fait qu'on sait à peu près quelle est la météo à cette période-là de l'année sur Titan, aux latitudes auxquelles on va atterrir. Et on devrait rester sur Titan, enfin on va y rester toujours, mais on devrait opérer au minimum 3 ans et demi à la surface de Titan. On espère beaucoup plus parce qu'en fait, évidemment, à cette distance du système solaire, du Soleil, et en plus sous l'atmosphère opaque de Titan, on ne peut pas compter sur des panneaux solaires. Donc Dragonfly est muni, alors on ne voit pas très bien ici, est muni de ce qu'on va appeler une pile nucléaire, exactement comme les gros rovers sur Mars actuellement. Donc il a de l'énergie à revendre pour fonctionner pendant au-delà même de la durée nominale de la mission. Évidemment, il est bardé d'instruments. En particulier, il a une foreuse, enfin c'est pas vraiment une foreuse, il va collecter des échantillons du sol qui vont être analysés chimiquement, justement pour essayer de détecter ces molécules prébiotiques dont je vous parlais. Et dans mon laboratoire, l'Atmos, on construit une partie de l'instrument DRAMS, qui est ce laboratoire chimique qui analysera les échantillons du sol de Titan. Et donc il va à peu près il va quand même passer la majorité de son temps au sol, à faire des mesures, mais environ 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois, il va s'envoler et aller explorer un autre site à une dizaine de kilomètres du dernier site. Il pourra explorer, donc c'est clair que par rapport au rover martien, un drone permet d'avoir un rayon d'exploration beaucoup plus large. Je rappelle que Curiosity, qui est sur Mars depuis 12 ans maintenant, a parcouru pas 40 km. Là, l'idée, c'est qu'en 3 ans, on pourra parcourir environ 150 km depuis les champs de dunes jusqu'à, c'est vraiment la cible ultime de la mission, jusqu'à un cratère d'impact qui s'appelle Selk, qui est un cratère d'impact qui est relativement jeune, géologiquement. Quand je dis jeune, ça veut dire qu'il a quelques centaines de millions d'années seulement, et qui est un endroit justement où il y a pu avoir de l'eau liquide après l'impact
en contact avec la matière organique. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller se poser sur ce qu'on appelle la couverture d'éjecta de ce cratère, de collecter de la matière et de voir comment la matière organique a pu évoluer dans cet environnement où il y a dû avoir de l'eau liquide, même si elle a fini par se recristalliser et qu'aujourd'hui tout est gelé. Je le dis quand même parce que c'est quand même une performance, hein, cette mission, ça n'a jamais été fait. Alors il y a eu un petit drone sur Mars, mais il ne faisait même pas 2 kilos. Là, on a affaire à, je le disais, à un énorme drone qui va devoir naviguer de façon autonome. Impossible de piloter à distance depuis la Terre un engin qui est sur Titan, hein, parce que le temps d'aller-retour du signal, c'est au moins 1h30. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le drone est muni d'énormément de caméras et d'un système de traitement d'image et de prise de décision en temps réel. Et c'est lui qui devra décider à un moment s'il peut atterrir en toute sécurité à un endroit donné. Donc évidemment, ça fait un peu peur, mais ce sont des techniques maintenant de navigation autonome qui marchent très bien, sur Terre, donc ça devrait aller. Évidemment qu'on décidera de la direction dans laquelle il va aller, mais c'est lui qui négociera tout seul ses atterrissages. Donc je vous laisse avec cette petite vidéo justement illustrant la mission Dragonfly. Donc oui, dire aussi qu'il n'y aura pas de relais, il n'y aura pas d'orbiteur autour de Titan, donc le drone communiquera directement avec la Terre, donc ça aussi ça fait partie des risques, hein. Il faut le munir de pas mal d'antennes qui sont capables de s'orienter dans la bonne direction et qui sont suffisamment puissantes pour envoyer toutes les données qu'il aura collectées pendant ces phases d'opération. Donc le voilà qui atterrit dans un champ de dunes et qui, donc, après avoir fait toute une batterie de mesures, s'envole vers un autre site d'atterrissage qui aura quand même été, disons, repéré un peu en avance, même si on ne peut pas beaucoup s'appuyer sur les cartes de la mission Cassini, puisque, comme je vous le disais, leur résolution est au mieux 300 mètres, donc c'est pas très détaillé. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions. Il y a une autre planète qui a des anneaux. C'est Uranus, non? Uranus, oui. En fait, toutes les planètes géantes quasiment ont des anneaux, même Jupiter, très ténu. C'est la même nature. Alors, non, ils ne sont pas forcément... non, les anneaux de Saturne ont cette particularité d'être faits vraiment de blocs de glace d'eau très purs. Ce n'est pas le cas des anneaux d'Uranus, par exemple. En tout cas, ils sont beaucoup plus sombres. Voilà, ils sont plus rocheux, ou s'il y a de la glace, elle est recouverte de poussière sombre. Donc la question de la brillance des anneaux de Saturne, elle est vraiment pas résolue. Est-ce que c'est parce qu'ils sont très jeunes? Il y a des gens qui pensent ça. Il y a des gens qui pensent même que les anneaux de Saturne sont apparus à l'époque où les dinosaures ont disparu, donc ont quelques dizaines de millions d'années. C'est vraiment très jeune. À ce moment-là, le scénario que je vous ai présenté sur la formation des lunes ne tient plus parce qu'en 10 millions d'années, on ne forme pas toutes ces lunes comme ça. Donc, et on explique encore moins pourquoi certaines ont plein de cratères à la surface. Donc c'est vraiment une question en suspens. Ce qui est possible, c'est que les anneaux sont là depuis un certain temps, mais qu'il y a des processus qui permettent de renouveler leur brillance, peut-être qu'ils s'auto-nettoient par collision successive. La glace reste, mais les particules sombres disparaissent, sont éjectées. C'est peut-être la raison pour laquelle, en tout cas c'est comme ça qu'on pourrait concilier le fait qu'ils sont vieux, plusieurs milliards d'années, mais extrêmement propres. Comment on explique la différence de couleur des anneaux de Saturne? Alors, oui, je ne sais pas ce qu'elles valent vraiment en termes d'information, ces couleurs. Ce qu'on voit surtout, c'est des différences de densité. Il y a des endroits où il y a beaucoup de particules, des endroits où il y en a moins. Il y a la fameuse division de Cassini. Alors, la division de Cassini, on dit souvent qu'il n'y a pas du tout de particules, mais en fait, non, c'est pas vrai, il y en a quand même beaucoup.
Donc c'est plus une question de densité et de taille des particules qui vont diffuser plus ou moins la lumière. La couleur, il ne faut pas trop se fier à la couleur ici, c'est des fausses couleurs. Hein. Donc c'est plus pour faire joli. Voilà, je ne pense pas qu'il n'y a pas d'information forte dans cette couleur. Si ce n'est son intensité qui donne une information sur la concentration des particules. Mais même dans la division Cassini, en fait, qui apparaît très sombre, il y a plein de matière. Et d'ailleurs, et même ici, il y a de la matière. Et pendant la dernière phase de la mission, Cassini a réussi à mesurer la masse des anneaux en faisant des survols successifs et en passant entre le bord intérieur et Saturne. Et en regardant ces vitesses de passage, on peut en déduire la masse des anneaux. Et en faisant cela, il y avait des impacts quand même sur des particules ici, même si ça paraît sombre. Et donc dans ces cas-là, ce qui est fait, c'est d'utiliser l'antenne qui servait aux communications et de radar de Cassini, la grande antenne là qui fait 4 mètres, comme un bouclier en fait, pour protéger les instruments. Et la sonde. Ouais, c'est une antenne qui fait 4 mètres. Et qui servait aussi pour le radar. Typiquement, alors ça dépend parce que ça dépend de la distance entre la Terre et Saturne va changer. En ce moment, j'ai oublié de le dire, en ce moment on est en opposition. Donc c'est une période particulièrement propice pour regarder Saturne. En opposition, ça veut dire que Saturne est opposé au Soleil par rapport à la Terre. Donc dans ces cas-là, on est plutôt près de Saturne et le signal dans un sens va mettre une quarantaine de minutes. Mais quand Saturne est en conjonction, ça peut être 1h30, allez quoi. Donc ça dépend de la position relative des astres entre eux. Mais c'est de l'ordre de grandeur, entre 45 minutes et 1h30, allez. Donc on peut pas piloter Dragonfly. Il va se piloter tout seul. Évidemment, on va lui envoyer plein de télécommandes pour lui dire ce qu'il va devoir faire. Mais quand il sera en vol, c'est lui qui prendra les décisions, en particulier sur où il va atterrir. Mais l'idée, c'est de faire des séances de reconnaissance, c'est-à-dire une fois qu'il est un site, il va s'envoler, repérer un peu les alentours, revenir se poser là où il était avant. Nous, on va récupérer les images et on va regarder, essayer d'identifier des endroits bien d'un point de vue scientifique et sûr d'un point de vue technique, et lui dire bon, tu vas aller par là-bas. Mais les dernières minutes, ce sera toujours à lui de décider. Et ce qui est le plus effrayant dans le concept de cette mission, ce sera vraiment le premier atterrissage. En fait, la Dragonfly va faire une entrée directe dans l'atmosphère de Titan. Donc ça va bien se passer parce que l'atmosphère de Titan est dense, donc ça va vraiment amortir. Il va arriver avec une vitesse de 40 000 km/s. Mais il va être amorti par l'atmosphère. Il va avoir 2 systèmes de parachutes qui vont aussi le freiner. Et puis, 1 km au-dessus de la surface, là, il va sortir de la capsule dans laquelle il était et il va commencer à voler seul. Donc déjà, on espère qu'il va bien déployer ses hélices après 6 ans et demi de voyage dans le froid glacial de l'espace. On espère que ça va bien se passer. Et là, c'est lui vraiment qui va devoir négocier sa descente et son premier atterrissage sans aucun repérage préalable, si ce n'est les cartes qu'on a, mais encore une fois avec une résolution bien insuffisante pour le guider. Donc ça va être le moment le plus délicat de la mission. Si on arrive à atterrir vers le 30 décembre 2034, après, ça devrait bien se passer. Il y a d'autres questions? Oui? Merci pour cette très belle conférence. Quelle sera la proportion du temps pour lequel Dragonfly pourra émettre vers la Terre, compte tenu de... Est-ce que c'est plusieurs heures par jour, par semaine, par mois? Alors déjà, donc je le disais, Titan, un jour sur Titan, c'est 16 jours. Donc en fait, alors on a le même mot en français, mais côté nuit, quand Dragonfly sera côté nuit, donc pendant 8 jours,
il ne sera pas en visibilité de la Terre, puisque, encore une fois, du point de vue de Titan, la Terre et le Soleil sont au même endroit, donc il faut que ce soit côté jour. Donc déjà, pendant les 8 jours de nuit sur Titan, il ne pourra pas communiquer. Et pendant les 8 jours de jour, il y aura, alors là, c'est pas encore décidé, hein, pour être tout à fait honnête, mais il y aura plusieurs heures de communication. Ça dure, il y aura pas mal de communication directe avec la Terre, ça dépendra de la puissance, mais encore une fois, avec la pile nucléaire à bord de Dragonfly, on ne sera pas limité en puissance et on pourra envoyer rapidement les données qui ont été collectées. L'idée, c'est pas de les stocker très très longtemps, c'est de les envoyer les plus rapidement vers la Terre pour analyse, notamment pour décider de l'endroit où on ira après, ou si on veut rester encore un peu plus longtemps à l'endroit, au site d'atterrissage actuel. Donc je ne sais pas exactement, c'est pas encore décidé, mais il y aura 8 jours possibles de visibilité avec la Terre pendant laquelle il pourra communiquer sans grande difficulté. Quelle est la puissance embarquée sur Dragonfly? La puissance, alors ça me... Quelle est la puissance du moteur nucléaire? Je ne saurais pas dire, je ne sais pas comment on calcule ça. Donc c'est une pile nucléaire, donc c'est du plutonium 238. Ce qu'on fait, c'est que donc ça émet de la chaleur. D'ailleurs, cette chaleur, elle est utilisée aussi pour chauffer les instruments, parce qu'il faut les maintenir à une température, disons, de 0 degré au moins pour qu'ils fonctionnent bien. Donc ça chauffe le corps de Titan. Et l'autre partie, elle est transformée en énergie, elle vient alimenter des batteries. Mais je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. L'énergie pour porter un peu l'appareil en vol, beaucoup plus que les rovers qu'ils ont sur Mars. C'est exactement le même type de réacteur thermonucléaire à radioisotope. C'est exactement le même type que celui qui est sur le rover Perseverance sur Mars. Oui, sur Mars, ils sont sur le sol. Oui. Et le tout petit hélicoptère est tout petit, il ne peut pas se faire. Ah oui, d'accord. Alors, c'est vrai que je n'ai pas redit. En fait, Titan a une atmosphère. Mars a une atmosphère, mais la pression à la surface de Mars, c'est 6 millibars. C'est ridicule. Alors que Titan, non seulement il a une pression à la surface de 1,5 bar, mais en plus il fait froid. Donc là, son atmosphère est quasiment 5 fois plus dense que l'atmosphère terrestre. En plus de ça, c'est encore beaucoup plus petit que la Terre, ou même que Mars, qui est fait de glace. Donc la gravité à la surface de Titan est 7 fois plus faible que sur la Terre. Donc densité atmosphérique élevée, gravité faible, on peut faire voler sans difficulté des voitures, quoi. Enfin, des engins de la taille d'une voiture. Et vous voyez en plus avec les hélices, est-ce qu'on voit bien les hélices, elles sont pas si grandes hein, par rapport à la taille du drone. Il n'y a pas besoin en fait. Alors il y en a 8, par souci de redondance, 4 suffisaient, il y en a 8. Mais vous voyez que les hélices, elles font, je crois, 1 mètre de long. C'est pas énorme parce que, encore une fois, gravité faible, densité élevée. J'ai oublié ma dernière slide, en fait, je réalise, cette dernière slide, pour vous dire que si vous voulez en savoir plus, il y a ce livre. Et pour aussi faire un point que j'aime bien faire, sur le fait aussi que cette mission Dragonfly, elle a ça de nouveau, que c'est peut-être la première mission dans l'histoire de l'exploration spatiale où il y a quasiment une égalité parfaite entre les hommes et les femmes impliqués. En tout cas, au niveau scientifique, au niveau technique, c'est... oui, voilà. Et vous voyez là, c'est une courbe qui montre effectivement le pourcentage dans les équipes. La mission Cassini n'était pas... Alors, ça a beaucoup changé entre le début et la fin de la mission, hein, puisque c'est une mission, encore une fois, qui s'est étalée sur plusieurs décennies. Mais voilà, Dragonfly, dès le départ, déjà la responsable scientifique est une femme, Sarah, et l'équipe est très féminine. Je dis ça souvent pour aussi encourager les femmes à aller vers des études scientifiques. En tout cas, les choses changent de ce point de vue-là. Voilà. J'ai une dernière question. Oui. Vous avez montré des cartes de Titan. Oui. Où est-ce que c'est posé, Huygens? Oui, bonne question. Alors, Huygens s'est posé justement, donc pas loin. Où est-ce qu'on est? Voilà, c'est là. Huygens Landing Site, ici. Donc dans les régions équatoriales aussi, pas loin des dunes, à peu près à la même latitude à laquelle va se poser Dragonfly. Et
c'est aussi pour ça que Dragonfly va se... Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dragonfly se pose au niveau de l'équateur. C'est déjà pour avoir le maximum de visibilité avec la Terre, mais aussi l'idée c'était de se poser à une latitude très similaire, pas au même endroit, hein, il sera à plusieurs centaines de kilomètres, mais il sera un peu plus par là, mais à une altitude similaire de Huygens, comme ça. On sait déjà les conditions météo, on les a déjà mesurées, le profil de température, de pression dans l'atmosphère, donc on sait à quoi s'attendre à ces latitudes, à cette période de l'année, puisqu'encore une fois, comme Dragonfly va atterrir 30 ans plus tard que Huygens, ça correspond exactement à une année sur Titan, donc on devrait avoir les mêmes conditions météorologiques. Donc voilà, mais malheureusement, c'est pas prévu. Moi, ça m'aurait plu que Dragonfly aille rendre visite à Huygens, mais c'est pas prévu. Le but, c'est vraiment d'aller voir ce cratère Selk, ici, donc il va atterrir par là. C'est pas prévu non plus, parce que c'est encore plus loin, d'aller voir les lacs du pôle Nord. Ça aurait été génial, mais ce sera l'objet d'une autre mission. Et puis, il faut bien se rendre compte qu'au pôle Nord, il y a quand même toute une partie de l'année de Titan où le pôle Nord est plongé dans la nuit polaire. Donc on voit rien, et en plus on voit pas la Terre, on n'est pas en visibilité. Donc c'est pas forcément le meilleur endroit pour atterrir, en tout cas dans ces années-là, ce sera pas l'endroit où il faut atterrir. Et puis c'est vraiment, on se rend pas compte, mais c'est grand Titan, donc c'est à au moins 3000 km pour aller jusqu'au lac, donc c'est pas prévu. Non, Huygens donc s'est posé il y a 20 ans, le 14 janvier 2005. Il a réussi, donc il a opéré pendant les 2h30 de descente. Il a survécu 1h30, il a fait des mesures pendant 1h30 à la surface. Et ensuite, lui, il n'avait que des batteries, hein, pas de piles nucléaires, pas de panneaux solaires. De toute façon, ça ne sert pas à grand-chose à cette distance du Soleil. Donc, il est mort de froid. Mais bon, il a bien fonctionné. Il a fonctionné 1h30 à la surface, c'était plus que escompté, de telle sorte que Cassini était déjà passé derrière l'horizon. Donc il a fallu faire appel à tous les grands télescopes sur Terre pour dire, écoutez, essayer de récupérer les données Huygens, parce qu'il n'y avait plus le relais de la sonde Cassini. Donc il a quand même bien tenu. Et d'ailleurs, au départ, on disait que ce n'était pas un module d'atterrissage, c'était juste un module de descente, parce qu'on ne savait pas sur quoi on allait atterrir. Si on allait atterrir sur du solide, sur du liquide, sur du boueux, on ne savait pas. Donc son objectif à lui, c'était de faire des mesures pendant la descente, et puis à la surface, bon, c'était le bonus, quoi. Et qu'est-ce que ça a donné, les analyses à la surface ? À la surface, il y a les images, on a pu mesurer l'humidité. Alors quand je dis l'humidité, c'est en méthane du sol, donc confirmer qu'il y a du méthane liquide à la surface. On a pu essayer de caractériser un peu la composition chimique de la surface, parce que c'est quelque chose qui est impossible à faire depuis l'orbite du fait de l'atmosphère. Mais malheureusement, les instruments ont moyennement marché, donc on a eu une caractérisation très partielle de la matière organique à la surface. C'est pour ça que Dragonfly veut y retourner. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu plein de mesures géophysiques, voilà. Mais c'est ponctuel, c'est un endroit donné. Et c'est vrai que les meilleures mesures, c'est pendant la descente, avec ce profil atmosphérique de pression, de température, de composition, qui permet d'affiner les modèles climatiques qui sont développés pour comprendre la météo sur Titan. C'était, encore une fois, vraiment pas fait pour faire des choses grandioses à la surface. Mais ne serait-ce que cette image qu'il a prise, c'est quand même assez exceptionnel. Il y a une des images où on voit d'ailleurs une goutte de méthane qui a pu s'évaporer et se condenser sur une des caméras. Enfin bon, c'est quand même assez exceptionnel. Merci beaucoup. Donc là, on va pouvoir vous retrouver dans le hall de la salle. Oui, malheureusement, mes collègues n'ont pas pu venir. Juste dire que c'est une œuvre collective, le livre, parce qu'il faut. Le monde de Saturne sont divers, et donc on n'est pas assez de 4 pour le couvrir. Et donc voilà. Il y a une spécialiste de Saturne, la planète, un spécialiste des anneaux, une spécialiste de l'atmosphère de Titan, et moi, c'est les surfaces planétaires, mon rayon.